Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce matin pour ce webinaire sur les C2E dans le tertiaire qui est organisé par la T2E. Donc, je suis Nadine Adra et je suis administratrice et présidente régionale de la T2E Auvergne-Rhône-Alpes. Ce webinaire, il fait partie d'une trilogie de webinaires sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, on a déjà organisé un sur les C2E dans l'industrie et il y aura un autre webinaire sur les C2E dans les collectivités qui aura lieu le 4 mai. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire ce matin avec nos 3 intervenants que je remercie pour leur temps et pour partager leurs connaissances et leur retour d'expérience, surtout sur les C2E. Donc, on aura le plaisir d'entendre Julie Pisano, qui est chargée d'affaires dans le club C2E de la T2E, Othman El Alami, qui est responsable d'affaires à Eco-Énergie Solutions, et Guillaume Manteau, qui est cofondateur d'Enerwork. Donc, avant de commencer le webinaire et d'aller dans le vif du sujet, je vais prendre quelques minutes pour présenter la T2E. Donc, la T2E qui est l'association technique énergie-environnement. Donc, on est organisé autour de 13 délégations régionales. Ces délégations nous permettent de faire des manifestations et des actions auprès des territoires et auprès de nos adhérents. Donc, la T2E, comme son nom l'indique, est orienté très technique et orienté aussi sur les thématiques qui concernent l'énergie et l'environnement. On travaille beaucoup sur tout ce qui touche la maîtrise de l'énergie. On est organisé autour de différents clubs que vous devez connaître sur les différentes thématiques. Le club C2E, donc, avec qui on anime donc, ce webinaire ce matin, mais également différents clubs autour de la maîtrise de l'énergie, du biogaz, du power to gas et différents sujets qui sont liés à l'actualité. La T2E, c'est également un bimensuel qui s'appelle Énergie Plus et 2 programmes que je cite ce matin. C'est le programme Pro-SMEN, donc, qui aide les entreprises à aller vers la certification ISO 50001, mais également un autre programme qui est Pro-Refi, qui aide des entreprises à former leurs référents énergie. Et donc, il y a un club des référents énergie qui est créé par la T2E. Donc, sans tarder, je vous propose de parler C2E et de partager pendant 1 heure donc un retour d'expérience, une vision des C2E, les points clés de la période 4, mais également toutes les perspectives de la période 5, et après des retours d'expérience sur des opérations et donc des fiches et des retours terrain sur comment on peut utiliser les fiches C2E sur des opérations concrètes. Merci à tous et bon webinaire. Julie, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Merci, merci pour cette introduction, Nadine. Donc, hop, voilà. Alors, le micro qui est resté ouvert. Très bien. Donc, bonjour à tous. Comme l'a présenté Nadine, je suis chargée de projet au club C2E au sein de la T2E. Et je travaille notamment avec Marc Gendron, dont vous avez certainement entendu parler, qui est donc délégué général du club. Donc, je vais faire un bilan de la 4e période des C2E qui a commencé en 2018 et qui devrait se terminer fin 2021. Ensuite, je vais faire un focus plus sur les fiches d'opérations standardisées dans le tertiaire. Un rapide passage sur les opérations spécifiques. Également, vous indiquer les programmes C2E qui sont destinés au bâtiment. Et le sujet qui est davantage d'actualité, c'est les perspectives sur la 5e période, puisqu'arrivant en fin de 4e période, des textes commencent à être en projet pour structurer la prochaine période. Enfin, je passerai la parole à Othman El Alami et Guillaume Manteau pour nous faire part de leur témoignage sur les C2E.
Donc, rappel assez général sur les C2E. Donc, les certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif qui a été introduit en 2005 par la loi POP. L'idée est de réaliser des économies d'énergie finale dans plusieurs secteurs, donc résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, réseau et transport. Par période de 3 ans, donc pour la 4e et 5e période, on sera plus sur 4 ans, mais historiquement, par période de 3 ans, l'État impose aux fournisseurs d'énergie et aux distributeurs de carburant, qu'on appellera les obligés, de faire réaliser des volumes d'économie d'énergie. C'est ce qu'on appelle leur obligation. Et ça, c'est destiné à leurs consommateurs d'énergie finale, donc ce qu'on appelle les bénéficiaires. Donc à la fois les ménages particuliers, entreprises, industrielles, collectivités, etc. Ces économies d'énergie seront matérialisées par un certificat d'économie d'énergie, ce qu'on appelle le C2E. Dans le dispositif, on a également d'autres acteurs qui ne sont pas obligés, mais qui peuvent obtenir des C2E, qu'on dénomme éligibles. Et enfin, ces éligibles et obligés qui font la demande auprès du ministère pour se voir attribuer des C2E peuvent les échanger sur un marché des C2E. Donc, c'est pour ça que les C2E ont une valeur financière. Si on regarde l'écosystème et les échanges, on a donc l'autorité administrative, donc ministère et en particulier le pôle des C2E, qui va à la fois fixer les obligations aux obligés et délivrer les C2E une fois le dossier déposé. Ensuite, ce qu'on voit au centre, c'est justement le marché d'échange des C2E, puisque une fois le C2E acquis, il peut être échangé. Pour remplir son obligation, un obligé a plusieurs possibilités. La façon la plus directe et la plus commune, c'est d'inciter des opérations d'économie d'énergie, sur lesquelles on va revenir après dans la présentation. Ensuite, une autre possibilité est de contribuer à ce qu'on appelle un programme C2E, donc une contribution financière à un programme qui a été fixé par le ministère. Et notamment les programmes décrits par Nadine en introduction, Pro-SMEN et Pro-RFI en font partie. Il a aussi la possibilité d'en acheter tout simplement sur le marché des C2E, de déléguer son obligation à un délégataire qui, lui, va devoir remplir l'obligation, ou bien, alors la moins souhaitable évidemment, payer une pénalité sur son obligation manquante à la fin de la période. Donc les C2E sont comptabilisés, on va en parler beaucoup, par kilowattheure CUMAC. CUMAC, c'est pour cumuler et actualiser. L'idée, c'est que à l'instant T de l'opération d'économie d'énergie, on comptabilise l'ensemble des économies sur toute la durée de vie de l'opération en énergie finale. Ces C2E, comme je vous le disais, sont délivrés par le pôle national des C2E, donc direction générale de l'énergie et du climat, après réalisation des travaux. Donc en fait, on a bien mise en place de l'opération d'économie d'énergie, finalisation du dossier après travaux et ensuite dépôt du dossier et ensuite obtention des C2E. Et cette obtention de C2E se matérialise sur un registre national émis électronique, enfin sur un compte électronique. Ces C2E sont valables sur 2 périodes, donc il y a une possibilité pour les obligés d'avoir du stock, de faire plus de C2E et de le reporter sur la période suivante. Et enfin, certains C2E pour certaines typologies d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat de performance énergétique ou dans les zones non interconnectées, peuvent être bonifiés. Depuis fin 2019, on a noté une accélération de la production. Alors en fait, ça a été dû à un début de période, donc début 2018, assez lent, enfin, qui ne collait pas avec les objectifs de l'obligation, et une ouverture durant fin 2018, début 2019, sur des secteurs qui n'étaient pas encore
qui n'étaient pas encore couverts par les C2E, et également la mise en place d'énormément de coups de pouce. Coups de pouce étant une sorte de bonification pour booster un peu les opérations, certaines opérations d'économie d'énergie. Donc, ce qu'on voit sur le graphique d'en dessous, c'est que par rapport à un rythme théorique, on va dire, pour atteindre l'obligation en fin de période, il y a eu une accélération en 2019 et l'hypothèse est que fin 2021, les objectifs de la P4 seront atteints avec en plus un stock pour les obligés, c'est-à-dire pas tout juste, quoi. L'autre chose qu'on a pu remarquer, c'est une stabilité des indices émis. Donc, les indices émis, c'est des indices de transactions sur le marché des C2E, qui a été très irrégulier en 2019 et qui semble se stabiliser, ce qui est plutôt signe de bon fonctionnement du marché. Et surtout signe de visibilité pour l'environnement des C2E. Pour rappel, on a quand même eu une obligation toujours croissante depuis la première période, donc toujours plus ambitieuse. Ça explique quand même l'évolution assez pas forcément très stable du dispositif depuis 2005. Hop, oui, pardon, j'ai manqué l'agenda. Alors, donc, je vais revenir rapidement sur le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le tertiaire. Donc, le catalogue d'opérations standardisées, c'est lui qui produit 80% des volumes de C2E, parce que c'est vraiment la façon la plus industrialisée et standardisée pour produire des C2E. Il compte 207 actions standards au total sur tous les secteurs, et dont 52 sur les opérations en tertiaire. Vous pouvez les retrouver sur le site de la T2E, il y a le lien dans la slide, mais également sur le site du ministère et le site de l'ADEME. Vous avez toutes les fiches en téléchargement. Sur le tertiaire, les 3 grosses actions qui font le plus de volume sont l'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage d'eau chaude sanitaire, l'isolation d'un plancher et le système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid. Alors, les 2% que vous voyez dans la dernière colonne, ça correspond au volume sur la production totale. Donc, à savoir qu'au niveau des C2E, c'est quand même le résidentiel qui fait les plus gros volumes, notamment du fait des coups de pouce et de la volonté d'accès sur la rénovation énergétique des ménages. Et également quelques fiches industrie qui représentent généralement des grosses opérations et du coup des gros volumes. Donc, comme je vous le disais, l'idée, le principe d'une fiche d'opération, c'est vraiment d'industrialiser les actions d'économie d'énergie. Donc, quand on conçoit une fiche, on va forcément avoir une moyenne d'économie d'énergie par rapport à une situation de référence, mais qui sera évidemment théorique. L'action en pratique va réaliser plus ou moins d'économie d'énergie. Ces fiches sont basées, donc, ce que je vous disais, sur une situation de référence qui est, elle, réglementaire. Donc, soit le parc immobilier, dans le cas des fiches sur l'enveloppe du bâtiment, soit le marché global sur les autres actions, et voire même la réglementation. L'idée, c'est qu'une fiche d'opération standardisée ira toujours au-delà de la réglementation et ne peut pas valoriser une action qui se mettrait juste à la réglementation. Enfin, il s'agit bien d'économies sur l'énergie finale jusqu'à présent. Donc là, c'est un petit exemple de fiche d'opération standardisée pour ceux qui en ont jamais consulté. Donc on a à la fois le secteur d'application, les conditions techniques pour la délivrance, la durée de vie conventionnelle et le calcul du forfait en fonction d'une caractéristique de l'opération. La partie suivante étant l'attestation sur l'honneur, qui fait partie du dossier.
Donc, l'idée, c'est vraiment d'engager sur ce qui a été mis en place durant cette action. Petite particularité du secteur tertiaire, on a plusieurs fiches industries qui sont applicables au secteur tertiaire. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir appliquer sans passer par une opération spécifique des fiches d'un secteur à l'autre. Et c'est le cas du secteur industrie au secteur tertiaire pour les fiches suivantes. Les autres fiches, soit elles ne sont pas adaptées au secteur tertiaire, soit elles ont déjà un équivalent en tertiaire, donc en BAT. Quelque chose. Dernier point sur les coups de pouce. En tertiaire, on a donc le chauffage des bâtiments tertiaires. Donc l'idée, c'est évidemment de booster certaines actions, notamment le changement de système de chauffage peu performant vers des systèmes plus durables. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur une fiche standardisée, mais de venir bonifier le forfait. Donc, à ce stade, on a 48 signataires pour ce coup de pouce-là et déjà 173 travaux engagés. Je vais faire un rapide point sur les opérations spécifiques. Donc, le principe des opérations spécifiques, c'est justement d'ouvrir la possibilité de générer des C2E pour tout ce qui ne rentre pas dans les opérations standards. Par contre, évidemment, comme les opérations standards ont été quand même étudiées de manière assez poussée avant d'être publiées, le principe d'une opération spécifique, ça va être de monter un dossier de zéro, de redéfinir la situation de référence, etc. etc. Si vous êtes intéressé, il y a le guide mis à jour des opérations spécifiques de l'ADEME et il y a une autre mise à jour de 2019 ou 2020 qui est en cours de finalisation et ce qui est assez complet sur la mise en place d'une opération spécifique. Pour ce qui est des programmes, alors je vous invite à consulter le site du ministère qui a publié un catalogue des programmes. Il y a énormément de programmes qui sont axés bâtiments, résidentiels et tertiaires et également transport. Donc, vous retrouverez la liste de tous les programmes par typologie d'action, par secteur visé, etc. Il y a un grand nombre de programmes visant le bâtiment, notamment. Alors, maintenant, je vais m'adresser les perspectives à venir pour la 5e période. Donc, juste pour rappel, l'ADEME a publié donc, une étude gisement et évaluation en 2020. Et au cours de 2020, on a lancé, il y a eu une première concertation de lancée sur les évolutions qui pourraient être apportées à la 5e période. Je passe rapidement sur ce slide parce que c'était plutôt le calendrier prévisionnel de début d'année. Donc là, on est déjà en avril, donc on voit qu'il y a une partie des textes qui sont déjà sortis, mais on attend encore notamment les décrets. Globalement, sur le projet de décret qui a été proposé en début d'année 2021 par le ministère, on passerait sur une période de 4 ans, comme je vous le disais, donc de 2022 à 2025. L'obligation serait, qui était historiquement, qui était quasiment doublée d'une période à l'autre, serait moins augmentée, tout en restant à la hausse. Donc, le petit tableau qui vous est présenté, ça vous explique globalement ce que va représenter l'opération, l'augmentation de l'obligation, donc à peu près 12%. L'idée étant de se recentrer sur les C2E réellement réalisés et de moins bonifier, de moins axer l'obligation sur des bonifications. Donc, se recentrer sur des économies d'énergie réelles. Il est question d'augmenter un peu la pénalité à payer en fin de période sur les C2E précarité énergétique pour renforcer leur valeur.
Et enfin, également, sur le pilotage, il est question d'avoir un suivi et une déclaration des C2E plus soutenue. Donc ça, c'était une demande des acteurs au niveau de la transparence des volumes de C2E. Un autre point assez structurant pour les obligés, c'est le fait que l'obligation qui était avant répartie en volume mais également en valeur est maintenant uniquement basée sur le volume vendu. Donc au niveau de la répartition de l'obligation, c'est assez structurant pour tout ce qui est gaz naturel, fuel domestique. Donc on voit des coefficients d'obligation qui peuvent être relativement différents. Et également une franchise abaissée. Donc l'idée étant d'éviter que des acteurs ne passent sous le seuil de l'obligation en découpant les structures en franchise. Donc voilà, c'était un point qui avait également été relevé durant la concertation. Le point qui a déjà été publié le 11 mars, c'est la redéfinition de la précarité. Donc l'idée, c'est que maintenant seuls les anciens grands précaires, qui sont maintenant les précaires, contribueront à l'obligation précarité. Donc pour rappel, selon à qui s'adresse l'opération, vous pouvez générer un C2E classique ou un C2E précaire. Et historiquement et avant, tout ce qui était les seuils précaires et grands précaires étaient inclus dans ces C2E précaires. Et maintenant, il n'y a que les grands précaires qui seront concernés par ces C2E précarité. Donc, il y a beaucoup de terminologie c'est beaucoup une question de terminologie parce qu'en soi, les plafonds de ressources restent inchangés. C'est toujours les plafonds de l'ANA. Et eux, ils restent inchangés. C'est juste en termes de terminologie qu'on passe sur des précaires à modestes et des grands précaires à précaires. L'idée étant également de recentrer les C2E précaires et l'obligation précaire sur des ménages très précaires. D'autres points qui ont été annoncés, qui n'ont pas encore été publiés, c'est l'analyse des 6 fiches les plus utilisées pour être sûr qu'elles restent représentatives de la réalité des actions et du marché. La suppression des bonifications, donc notamment le cumul grande précarité, la bonification grande précarité x2 et la bonification sur le coefficient carbone, qui était possible sur les installations soumises à quota. Au niveau des coups de pouce, on va voir la prolongation du coup de pouce dont je vous ai parlé, chauffage, bâtiment tertiaire, et les 2 coups de pouce sur la rénovation performante. Le coup de pouce chauffage sera également prolongé, mais un peu révisé. Et par contre, il est question d'un arrêt du coup de pouce isolation et du coup de pouce thermostat. Le petit tableau du bas du slide, en fait, il précise les limites de date d'engagement et d'achèvement des travaux sur ces modifications et ces coups de pouce. Enfin, un certain nombre de points. Divers. Donc, l'idée, ça va être... Alors, il y a eu une petite adaptation des coefficients d'obligation pour la 4e période. Donc, l'idée, c'était de ne pas soumettre à C2E le gazole non routier. Donc ça concerne quand même certains acteurs en particulier. Pour les délégataires, il s'agit d'avoir un système de management de la qualité et de renforcer en fait la solidité des délégataires. Donc, pour rappel, les délégataires, ce sont des personnes qui peuvent récupérer l'obligation d'un obligé et la porter à sa place. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir des structures solides. Ensuite, il y a eu un pan de la concertation qui portait sur la simplification administrative et la transparence des règles des C2E.
Donc, il y a plusieurs travaux qui sont menés en parallèle de la rédaction des textes P5 dans ce sens, et notamment ajuster la révision des fiches d'opération standardisées, avoir des contractualisations avec le bénéficiaire qui soient plus simples, et également déployer des contrôles des opérations qui soient plus transparentes et compréhensibles pour les acteurs. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des points clés pour la cinquième période, pardon. Voilà. Cette information, elle est à retrouver sur le site du ministère, sur la concertation cinquième période. Elle est encore en cours puisque tous les textes n'ont pas été publiés. Pour l'instant, seuls 2 textes ont été publiés et ils concernent le point sur le changement de terminologie sur les ménages modestes, ménages précaires et modestes. Donc, il y a eu un arrêté modifiant l'arrêté du 29 décembre et ensuite l'arrêté modifiant l'arrêté du 4 septembre. Donc, pour rappel, l'arrêté du 29 décembre, c'est plutôt les modalités d'application. Et l'arrêté du 4 septembre, c'est vraiment la liste des éléments, donc la liste des attestations sur l'honneur notamment, etc. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter au Club C2E. On sera ravis de vous répondre. Avant de passer la parole à Monsieur Othman El Alami, je vais peut-être prendre quelques questions. Hop. Alors, je vois une question de Laetitia Bertin. Donc, je n'ai pas assisté au premier webinaire dans l'industrie, mais certaines fiches BAT sont-elles applicables dans l'industrie? Non, non, non. La slide que je vous ai précisée sur les fiches industrie applicables au tertiaire n'est pas réversible pour l'instant. Donc, c'est précisé dans la FAQ. Il y a certaines fiches industrie qui sont également applicables enfin, je crois qu'il y a une fiche industrie qui est également applicable au secteur agriculture. Mais par contre, on n'a pas pour l'instant de fiche tertiaire applicable à l'industrie. Alors ensuite, je vois une question également sur si nous avons un secteur tertiaire et résidentiel, comment savoir quelle fiche il faut prendre. Alors là-dessus, le ministère on a réfléchi avec la DGEC à une FAQ qui devrait paraître très prochainement. Pour ceux d'entre vous qui la connaissent, on utilise pas mal la règle des 75%. Et dans le cas où, donc 75%, c'est-à-dire le secteur qui couvre 75% de l'opération, elle peut être considérée comme le seul secteur de l'opération. Dans les autres cas, on a des règles qui sont assez claires dans cette FAQ qui sera publiée très prochainement et ajoutée à la FAQ du ministère. Alors ensuite, ah oui, tout à fait. Alors, remarque de Guillaume Manteau, pour ce qui est de l'application des fiches BAT sur un site industriel, c'est tout à fait vrai, elle est possible lorsque le local, en fait, est du secteur tertiaire. Donc, pour repréciser sur ce qu'on appelle un secteur, sur ce qu'on appelle les secteurs dans les fiches, c'est vraiment le secteur d'activité du local. Donc, en fait, il est possible d'avoir des locaux du secteur tertiaire, typiquement des bureaux, sur un site ou une adresse industrielle. Mais si l'action porte sur les locaux du secteur tertiaire, c'est bien les fiches tertiaires qui s'appliqueront. Petite nuance. Alors, ensuite, je vois une question sur quelle est la chronologie pour le montage des dossiers, études, travaux. Alors, un dossier C2E, généralement, alors, ça va dépendre de
quel acteur vous êtes dans l'écosystème. Un dossier C2E, ça commence par ce qu'on appelle la démonstration du rôle actif et incitatif. Donc, il y a déjà une première contractualisation de l'obligé délégataire avec le bénéficiaire. Et ensuite, selon les fiches, c'est possible qu'il y ait des études de dimensionnement et des audits qui soient demandés. Ça va dépendre des travaux. Mais la date d'engagement, c'est la signature du devis. C'est elle qui marque l'entrée en vigueur de l'utilisation de la fiche en vigueur. Ensuite, on a la réalisation des travaux. Et enfin, on a la date d'achèvement qui est la signature de la facture, qui marque l'achèvement de l'opération. Et ensuite, à partir de la date d'achèvement de l'opération, le demandeur a de mémoire à 1 an pour déposer son dossier auprès du pôle. Je ne sais pas exactement si je réponds à votre question là-dessus. Et bien alors, oui, là, Guillaume Manteau va également revenir là-dessus dans un témoignage, donc c'est très bien. Alors ensuite, on a une question sur est-ce que la fiche BAR-TH 160 et BAT-TH 146 va subir des modifications ainsi que les fiches BAR-TH 161. Alors pour rappel, la BAR-TH 160 et BAT-TH 146, c'est les fiches isolation d'un réseau hydraulique de chauffage. Quand il a été question de réviser les 6 fiches qui produisent le plus de C2E, l'idée n'est pas systématiquement absolument de les réviser. L'idée, c'est d'étudier est-ce qu'il y a besoin de les réviser. Est-ce que par exemple, la situation de référence est toujours représentative de ce qui se fait? Est-ce que la technologie qui est demandée dans la fiche est devenue une norme au niveau du secteur ou est-ce qu'elle est encore ambitieuse? Donc, c'est des points qui vont être regardés. Ça n'automatise pas la révision de la fiche. Pour ce qui est de la fiche BAT-TH 146, elle a déjà été révisée au 31e, je crois. L'idée, c'était d'augmenter l'exigence de classe d'isolation et d'ouvrir à l'isolation préisolée. Et pour ce qui est de la BAR-TH 160, elle en est au stade de révision pour les mêmes motifs. L'idée, c'est que les deux fiches soient similaires et cohérentes. Et pour ce qui est des entreprises recensées pour le coup de pouce chauffage, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous parlez du coup de pouce chauffage ou du chauffage des bâtiments tertiaires, mais dans les deux cas, sur le site du ministère, vous pourrez retrouver la liste des signataires de cette charte. Chauffage, oui, alors coup de pouce chauffage tertiaire, sur le site du ministère, on pourra vous mettre le lien. Vous pouvez retrouver les 47, je crois, signataires de cette charte, qui proposent donc ce coup de pouce. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je propose de passer la main à Monsieur Othman El Alani afin qu'il vous fasse son retour. Voilà. Merci Julie. Ouais, je te mets présentateur tout de suite. Voilà. Tu dois avoir la main. D'accord, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Othman El Alani. Je suis responsable d'affaires dans le bureau d'études Éco-Énergie Solutions. C'est un bureau d'études fluides thermiques spécialisé dans la conception des bâtiments performants et puis réalisant des missions de maîtrise d'œuvre en accompagnant les maîtres d'ouvrage dans les problématiques énergétiques et puis environnementales. On travaille avec des responsables de sites, avec des équipes de maîtrise d'œuvre et aussi des industriels qui souhaitent moderniser leurs équipements. Donc, ces acteurs manquent souvent de visibilité entre les différents contributeurs de rénovation et de conception. Ils n'arrivent pas forcément à respecter les délais sur les projets de rénovation.
et surtout, ils ont du mal à trouver des aides financières pour bénéficier des subventions ou même des certificats d'économie d'énergie. Donc, on fait bien sûr de notre mieux pour répondre à ces problématiques. Donc, en concevant des bâtiments performants, durables, puis en faisant surtout des préconisations d'amélioration sur la performance énergétique pour diminuer la consommation d'énergie à la fois et surtout pour trouver ces aides financières. Bien sûr, on apporte une vision globale sur le projet en adéquation entre la conception, puis l'exécution, puis la réduction des erreurs tout au cours du chantier. Voilà. Parmi nos références tertiaires, donc c'est surtout des projets de réhabilitation, soit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou en Île-de-France. Donc l'un des projets qu'on avait fait, c'est le projet de l'hôtel Voguet avec des bureaux à rue d'Anjou à Paris avec un montant global de travaux de 13,8 millions de travaux. C'était un projet conçu pour être raccordé à des réseaux de chaleur CPCU et Climespace pour la climatisation, afin de réduire l'impact carbone et puis la consommation d'énergie pas propre, entre guillemets. D'autres projets, donc, comme l'hôtel Voguet, qui est un bâtiment historique du XVIIIe siècle dans le 7e arrondissement, avec une surface utile de 3050 mètres carrés. Donc, sur ces différents projets, on a essayé de créer une méthodologie qui consiste à faire des relevés rapides sur site avec un scan laser et puis pour gagner en efficacité et puis pouvoir interagir avec les différents interlocuteurs, dont le maître d'ouvrage, l'architecte ou d'autres intervenants. On réalise aussi des photos 360 degrés pour faciliter toute la synthèse du bâtiment dans sa globalité. On utilise le même support pour la partie ingénierie pour améliorer le confort des occupants et surtout améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Et puis, pour aller un peu plus vite vers la fin, donc on essaie de fournir aux clients un DOE numérique pour qu'ils puissent interagir plus facilement pendant la phase d'exploitation-maintenance et donc faire des économies d'énergie. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un projet donc Orizal qui est un industriel qui souhaitait donc rénover une partie de son bâtiment. Orizal, c'est une entreprise qui fait des menuiseries puis des garde-corps en aluminium. Donc voilà, le bâtiment il faisait 10 000 mètres carrés avec 8 000 mètres carrés à peu près chauffés. Et puis c'était pas un bâtiment bien isolé qui n'était pas très performant. Et donc, finalement, on a intervenu sur la partie bureau. Donc, l'intervention de ES avait pour but d'apporter l'expertise pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc, cette intervention a nécessité le relevé des consommations énergétiques réelles et calculer les consommations théoriques. Donc, afin de comparer les deux consommations, de trouver des pistes d'amélioration. Donc, ces pistes d'amélioration, donc, je vais les citer une par une. Donc, la première chose, on avait fait un relevé sur les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment, donc sur les différents éléments, les murs, les planchers, la toiture, et puis tout l'enveloppe du bâtiment. La deuxième partie consistait à faire un relevé sur des caractéristiques techniques des installations existantes, dans la production et puis les systèmes d'émission. Et puis, la troisième partie, c'était un relevé sur la régulation des réseaux, tout ce qui est capteur intérieur, donc sonde intérieure sur les réseaux ou extérieur aussi sur la sonde de température. Et puis, le quatrième élément de l'audit, c'était un relevé sur le calorifugage du réseau. Voilà. Donc, le but de choisir ces 4 éléments, c'était pour coller nos préconisations avec les fiches d'application des C2E. Donc, quand vous voyez il y a les préconisations à gauche et puis les fiches C2E à droite.
Et donc, les deux objectifs, c'était de réduire les consommations de chauffage et puis énergétique en globalité dans le bâtiment, et aussi permettre aux clients de récupérer des certificats d'économie d'énergie en fonction de nos recommandations. Donc, juste pour vous donner une idée, parce que Julie, je pense qu'elle avait présenté ça auparavant, une fiche C2E, c'est ce qui nous permet, nous, en tant que bureau d'études, donc de prescrire aussi aux clients un système ou un autre. Si je prends le système, par exemple, pour la préconisation remplacement des systèmes de chauffage, donc on a pris la fiche C2E, chaudière collective à haute performance énergétique. Donc, cette fiche, elle contient donc le secteur qui correspond donc au type de bâtiment qui peut profiter de cette aide, la dénomination qui représente tout simplement le nom de la fiche, les conditions pour la délivrance qui nous intéressent beaucoup parce que c'est ce qui correspond aux performances énergétiques du matériel qu'on doit installer, et finalement la durée de vie conventionnelle de l'équipement qui permet de calculer du coup l'économie d'énergie qu'on peut faire en mettant ce type d'équipement. Donc, à la fin, voilà, on réalise une simulation financière sur le site de l'ADEME avec les différents éléments, donc l'isolation des murs, du plancher, le changement, par exemple, des menuiseries, le changement des robinets thermostatiques, de la chaudière, ainsi de suite. Et puis, en fonction d'un montant de travaux, donc nous, pour la partie énergétique, on avait un montant de travaux à peu près de 910 000 €. On a pu valoriser les C2E à 70 000 €. Donc, parce qu'on avait vraiment ciblé les bons objectifs pour atteindre le maximum des C2E. Voilà. Donc, je vous remercie. Vous allez trouver mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone sur la page de garde de la présentation. Et je passe la main à Guillaume pour la suite de la présentation. Oui, allô, bonjour tout le monde. Écoutez, pour commencer, merci d'avoir pris du temps pour être disponible ce matin afin de faire ce récap sur les C2E et principalement sur les C2E tertiaires. Donc aujourd'hui, on a prévu, moi, je représente la société Enerwork, je suis accompagné de Jules Monjanel qui lui est notre alternant et qui est étudiant à l'université Paris 7 et qui réalise un master génie de l'environnement et des industries. Donc il est chez nous depuis 6 mois. Au niveau de notre activité, rapidement, donc Enerwork agit au niveau du secteur des C2E. On est en contact direct avec les obligés et on réalise le travail finalement de courtier pour, en fonction des projets, de la volumétrie et de la chronologie des projets de travaux, on s'occupe d'aller trouver le meilleur prix de valorisation en fonction des différents obligés avec lesquels on a des contacts très réguliers. Aujourd'hui, notre portefeuille de projets est à 80% ciblé en industrie, avec après 15% en tertiaire et 5% en résidentiel via les copropriétés. Donc, on a quand même voulu aujourd'hui participer et faire un récap sur 3 projets réalisés en secteur tertiaire. Donc, on va vous présenter 3 opérations. La première, ça sera lié à la mise en place d'une chaudière collective haute performance sur un bâtiment tertiaire. Ensuite, on aura l'isolation des murs sur un bâtiment tertiaire. Et pour terminer, la mise en place d'une récupération de chaleur sur un groupe froid dans un bâtiment tertiaire. Donc là, vous pouvez voir actuellement la diapositive qui va justement récapituler les conditions d'éligibilité à cette opération. Donc au niveau du bénéficiaire, donc la société qui paye les travaux, il faut bien entendu que ce soit un professionnel du secteur tertiaire, que seuls les locaux tertiaires réservés à une utilisation professionnelle sont éligibles. Donc on en parlait, on peut très bien avoir un local tertiaire au milieu d'un site industriel, que ce soit pour des activités de bureau, des activités de stockage par exemple. Au niveau des autres conditions, il faut que cette mise en place de la chaudière soit réalisée par un professionnel, que le combustible de la chaudière soit liquide ou gazeux. Et attention, point important, il faut qu'on ait la mise en place d'un régulateur, donc pour faire une régulation du système de chauffage qui soit de classe minimum égale à 4. Donc ça, c'est aussi un point d'attention sur ce critère parce qu'on a déjà pu voir des projets où on n'avait pas de régulateur et donc il fallait faire des travaux complémentaires pour pouvoir être éligible.
Ensuite, d'autres critères techniques qui vont être vraiment intrinsèques à la chaudière, ça va être l'efficacité énergétique saisonnière. Donc, en fonction de la puissance de la chaudière, donc pour les petites chaudières inférieures à 70 kW, on veut une efficacité énergétique saisonnière supérieure à 92%. Pour la gamme intermédiaire, entre 70 kW et 400 kW, on va avoir une efficacité utile en fonction de la charge à 100% ou à 30%, donc avec des critères de 87% et 95% à respecter. Et pour les grosses chaudières de plus de 400 kW, c'est un rendement PCI à 100% supérieur à 92%. Et si on a une charge à 30%, c'est également un critère à 92% minimum. Au niveau de la réalisation des délais par étape, on avait une question tout à l'heure sur la chronologie de la réalisation d'un dossier C2E. Et en effet, il y a un point important, on va dire qu'il y a 3 piliers réglementaires pour construire un dossier C2E conforme. Le premier, c'est en effet le rôle actif et incitatif que doit avoir l'obligé qui va vous financer la prime C2E. C'est-à-dire qu'il faut que vous signiez un accord donc, qui va récapituler les travaux prévus ainsi que le prix de rachat du mégawattheure CUMAC. Et ce document, il est à signer avant l'engagement des travaux. Quand on parle d'engagement des travaux, ça va être la signature du devis avec un bon pour accord et une date ou le passage d'une commande. Une fois que vous avez pu signer l'accord C2E, vous pouvez ensuite passer la commande de vos travaux, vient ensuite la réalisation des travaux. À la fin des travaux, on va constituer le dossier parce qu'on doit attendre la fin des travaux pour récupérer la preuve de réalisation qui souvent est soit une facture, soit un PV de réception. Et on utilisera ces documents pour constituer le dossier. Finaliser le dossier par l'attestation sur l'honneur qui est assignée par la société qui réalise les travaux et la société qui paye les travaux. Et une fois qu'on a ce dossier constitué, on a un délai de validation par l'obligé, donc il y a une revérification des éléments du dossier et on a généralement un déblocage de la prime sous 30 à 60 jours en fonction de l'obligé avec lequel on travaille. Dans le cas d'études précis qu'on vous présente aujourd'hui, donc cette mise en place de chaudière collective haute performance dans le bâtiment tertiaire, il s'agissait d'un bâtiment tertiaire du secteur santé. Donc vous avez dans l'encart cas d'études, voilà, le détail, c'était la dépose et le remplacement de 2 chaudières. Donc, on avait 2 chaudières de 540 kW qui étaient remplacées dans un établissement de santé. C'était un EHPAD avec 10 000 m² chauffés et on était en zone climatique H3. Et c'est grâce à ces critères qu'on peut ensuite établir le calcul qui nous donne le volume en kWh CUMAC. Donc là, dans ce cas-là, on avait aussi l'usage de la chaudière qui était pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. On avait des chaudières supérieures à 400 kW. Et donc, grâce à ça, on était en zone H3, on sait qu'on devait utiliser le coefficient 260, qu'on doit multiplier ensuite par la surface chauffée, qui était donc 10 011 m². Point important, ce type d'opération, il y a quelques années, n'était pas éligible, car on avait souvent des fiches qui mettaient barrière à des surfaces supérieures à 10 000 m². Et ensuite, on a un dernier facteur correctif qui correspond au secteur d'activité. Donc, on a différents secteurs, bureaux, enseignement, santé, commerce, hôtellerie, restauration et la partie autre. Dans notre cas précis, on était sur le secteur santé. Ensuite, on a le coefficient R qui va représenter le pourcentage de la puissance remplacée dans la nouvelle chaufferie. En l'occurrence, là, on remplaçait la totalité de la puissance, donc on a un R égal à 1. Notre volume C2E calculé grâce à ces critères nous donnait 2863 MWh CUMAC, qu'on a pu à l'époque valoriser à 7,3 € du mégawattheure CUMAC, ce qui nous a permis de tenir une prime quasiment supérieure à 20 000 €. Donc on était à 20 900 € pour un coût total des travaux d'environ 90 000 €. Au niveau du recouvrement C2E, on peut donc dire que la prime a couvert 23% du montant global des travaux, ce qui est quand même plutôt opportuniste sur ce type de travaux où en effet on a des remplacements de chaudières assez fréquents sur des gros bâtiments tertiaires. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer à la deuxième opération. Donc, je vais laisser Jules présenter la deuxième opération. Bonjour à tous. La deuxième opération elle concerne la mise en place d'une isolation des murs d'un bâtiment tertiaire. Donc la fiche associée, c'est la BATEN 102. Donc il y a plusieurs conditions d'éligibilité à respecter. La première, c'est que le professionnel doit être du secteur tertiaire et que le bâtiment qui va être isolé doit avoir plus de 2 ans. Concernant l'équipement, la mise en place est encore réalisée par un professionnel et la résistance thermique du matériau isolant qui va être utilisé doit être supérieure à 3,7 m² par Kelvin par watt. Au niveau de la répartition des délais, on est sur à peu près 1 mois pour la signature de l'accord et du devis. La réalisation des travaux est un peu plus longue, elle va prendre à peu près 4 mois selon l'installateur et la taille du chantier. Pour ce qui est de la constitution du dossier C2E et de la validation par l'obligé, on est autour de 1 mois à 2 mois à peu près
pour le versement de la prime C2E. Au niveau du cas d'étude, on a repris le cas d'un établissement de santé pour lequel on aurait 847 m² isolés, donc 847 m² de murs, et pour lequel on serait situé en zone climatique H3. Donc ici, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en compte à partir de la zone climatique et de l'énergie de chauffage, donc il y a ici du combustible, on peut trouver le premier coefficient. Puis on s'intéresse au facteur correctif qui dépend du secteur d'activité. Ici, on est en santé, donc 1,3. Et enfin, la surface des zones imposées en mètres carrés, 847 mètres carrés, ce qui nous donne une prime qui est autour de 21 000 € pour des travaux qui ont un total de 75 000 €. Ça représente donc une économie de 27,8% sur le coût total pour le bénéficiaire. Bien. Ah, désolé, en effet, Jules était peut-être un peu loin du micro. Excusez-moi. On espère que vous avez quand même pu entendre sa présentation. On va ensuite passer à la troisième opération, où là, on est sur une opération de mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid dans un bâtiment tertiaire. C'est donc la fiche BAT-TH 139. Au niveau des conditions d'éligibilité, on est à peu près sur du classique. Il faut qu'en effet, le bénéficiaire soit bien un professionnel du secteur tertiaire, que le bâtiment soit existant depuis minimum 2 ans. Gros point d'attention sur ce type de travaux, c'est qu'on a une étude de dimensionnement préalable à réaliser, soit par le professionnel qui réalise les travaux, soit par un bureau d'études. Et dans cette étude, on doit bien évidemment présenter l'installation existante, présenter la nature des besoins de chaleur, présenter le dimensionnement du système de récupération de chaleur, ainsi que les équipements de récupération de chaleur et l'installation finale qui va être mise en place. Et on doit aussi faire apparaître dans cette étude une évaluation des économies d'énergie attendues. Sur la répartition des délais par étape, donc au niveau de la signature avec l'obligé, donc de l'accord C2E, comme je le disais auparavant, la réalisation de l'étude puis du devis, on a quand même un délai d'environ 2 mois qui nous permet d'obtenir vraiment le volume C2E qu'on va pouvoir valoriser. Et ensuite, la réalisation des travaux, où là, on a quand même eu 6 mois de réalisation de travaux, la constitution du DOC C2E qui prend à peu près, on va dire, 15 jours, puis la validation et le versement de la prime C2E par l'obligé. Au niveau du cas d'étude, donc là, on était sur une typologie de bâtiment qui était un data center. Donc, on a dans le premier type de bâtiment, on a les bâtiments de type sport, loisirs, culture, hôtellerie, commerce, et on a un coefficient spécifique pour les entrepôts frigorifiques et les data centers. Donc, intéressant, c'était le coefficient le plus élevé, donc qui est à 39 600. Ensuite, au niveau de la zone climatique, on était en zone H1 et l'utilisation de la chaleur était pour le chauffage des locaux et ou besoin en procédé, ce qui nous donne donc le deuxième coefficient à 0,63. Et ensuite, c'est la puissance thermique du système de récupération de chaleur, où là, on avait une puissance récupérée égale à 182 kW, ce qui nous donne, après calcul, un volume C2E égal à 4540 MWh/Cumac. Ce projet a également été valorisé à 7,3 € du MWh/Cumac. Et on a donc pu obtenir une prime de 33 000 € pour un coût total des travaux hors groupe froid, parce qu'en effet, dans ce cas précis, il y a eu un remplacement également du groupe froid. Donc, on a préféré le sortir parce que cette opération peut très bien être réalisée sur un groupe froid existant. Et donc, hors groupe froid, on avait un montant des travaux d'environ 100 000 € et donc un recouvrement des C2E d'environ 33% sur cette opération. Donc, voilà pour les 3 cas pratiques. Je vais couper mon micro et je vous réponds si vous avez quelques questions. Et peut-être une question, Guillaume, sur l'étape la plus critique de la constitution d'un dossier C2E. Alors, pour nous, l'étape la plus critique, ça va vraiment être de déterminer les bonnes conditions d'éligibilité, de vérifier l'ensemble des conditions d'éligibilité, d'être sûr à 100% du calcul C2E qu'on a réalisé en amont des travaux. Parce que pour nous, la pire chose qui puisse arriver, c'est que après travaux, on ne puisse pas réobtenir le même volume C2E qu'on avait calculé au préalable avant les travaux et que donc la prime C2E qui était prévue soit inférieure. C'est vraiment, pour nous, on met un point d'attention à vérifier l'ensemble du projet et à être le plus précis possible sur le volume C2E.
Merci. Peut-être aussi, Julie et Guillaume, quelques indications sur la tendance des prix aujourd'hui? Alors oui, en effet, parce qu'on n'a pas hésité à parler prix. Donc là, on parlait des prix à 7,3 € pour des projets entre 1 et 10 gigawattheures Qmax. C'était les prix qu'on pratiquait l'an dernier lorsqu'on signait les accords avec les obligés avant le démarrage des travaux. Si un an plus tard, on se remet dans les mêmes conditions, il y a quand même une baisse du prix au niveau du marché. Donc aujourd'hui, on est sur des baisses d'environ 50 à 60 centimes. C'est-à-dire que pour les mêmes travaux, si on devait engager les mêmes travaux cette année, on serait plutôt sur des prix C2E aux alentours de 6,5 à 6,8 € du mégawattheure Qmax. Et voilà. Et bien entendu, on en parlait, on voyait bien que le prix C2E a tendance à se stabiliser. Voilà, en ce moment, il y a quand même une sorte d'équilibre qui s'est créé entre l'offre au niveau C2E et la demande, ce qui fait qu'on a un prix qui est quand même assez stable. Mais on espère que le volume C2E le volume d'obligation de la 5e période n'est pas trop petit et va donc engendrer une baisse du prix C2E, étant donné qu'on sait d'ores et déjà que plusieurs obligés ont déjà pas mal d'avance sur la collecte des C2E de la 5e période. Oui, tout à fait. Je vois aussi qu'il y a 2 questions qui arrivent sur le chat. Ah oui, je vais essayer de répondre directement aux questions. Alors, peut-on appliquer les C2E sur l'ensemble, partage plus TVA en opération blanche? Alors oui, là, je pense que cette question de M. Moulali, en effet, c'est par rapport au cas des remises sur devis. Il faut bien faire attention à faire apparaître, en effet, la TVA du montant total des travaux hors prime C2E et appliquer ensuite la prime C2E comme une sorte de débours, un terme comptable, et on retire en effet la prime C2E du montant TTC. Après calcul de la TVA, il faut bien qu'on ait nos 10 ou 20% de TVA sur le montant global des travaux et pas calculer la TVA sur le montant restant après avoir déduit la prime. Oui, tout à fait. Ensuite, j'ai une autre question sur où est-ce qu'on peut trouver les prix moyens par kilowattheure Qmax. Ça, vous pouvez directement aller voir sur le site www.emi.fr. C'est le site du registre national des C2E où vous avez un petit encart données mensuelles et c'est là où vous pourrez voir les prix de marché. Attention, ce sont des prix de marché, c'est-à-dire que ce sont les prix de revente des C2E et les C2E qui sont déjà constitués, qui sont déjà validés sur un compte EMI ont plus de valeur que des C2E qui ne sont pas encore produits. C'est-à-dire que les prix finalement que vous allez pouvoir percevoir en tant que bénéficiaire sont souvent inférieurs à 1 € à ce qu'on peut constater sur EMI. Et oui, accessible à tous, en effet, sans forcément de créer de compte. Ouais, ouais. Vous n'avez pas besoin de créer de compte, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Il y a un encart données mensuelles sur la page d'accueil et vous allez voir apparaître les différents graphiques. Il y a l'historisation de tous les prix émis, aussi bien pour les C2E préca que pour les C2E classiques. Bien, peut-être une dernière question, Julie. Vous avez bien parlé des fiches les plus utilisées. Est-ce que ça correspond aussi aux fiches les plus rémunératrices? Oui, quand même. Je pense. Après, il y a aussi des fiches qui sont rémunératrices du fait des coups de pouce. Donc, je pense notamment aux fiches isolation en bâtiment résidentiel. Et la fiche en elle-même n'est pas forcément la plus rémunératrice, mais du fait des coups de pouce le devient. Et ensuite, on a notamment la récupération de chaleur sur groupe froid où le forfait étant basé sur vraiment la quantité d'énergie récupérée et valorisée, on a rapidement des montants relativement élevés. Après, on a aussi dans certains cas, on voit des fiches où c'est les modalités de mise en œuvre en fait qui sont bloquantes ou qui ne sont pas représentatives de la pratique. Et quand bien même le forfait peut être intéressant, ça arrive qu'on ait aussi des freins côté conditions de mise en place. Bien, merci Julie. On va prendre la dernière question de Laetitia Bertin qui est sur le chat. Donc pour le tertiaire, quelles fiches sont susceptibles d'évoluer en 5e période?
Alors, je réfléchis, je pense, je ne sais pas, en fait. En fait, pour être honnête, les grosses évolutions qu'on voit déjà, c'est plutôt sur rénovation performante, c'est plus sur le résidentiel, en fait. Donc, honnêtement, pour la 5e période, c'est encore en attente. C'est une information qui sera diffusée auprès de la T2E? Oui, de toute manière. De toute manière, on met en place. Déjà, il y a nos groupes de travail qui traitent des fiches en révision et des fiches en création. Et ensuite, à chaque fois qu'on envoie un batch de fiches révisées au ministère, on les met en place sur le site internet. Bien, merci pour les intervenants, merci pour tous les participants. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation et rendez-vous le 4 mai pour donc le webinaire C2E collectivité. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.